Nice to be here again today to discuss entrepreneurs issues. You know, we're in a country where a lot of young people are struggling, they're hustling, and one of the things that they want to do is be entrepreneurs. They want to fetch for their families. They want to build business. You know, and they want to be successful. That's true. So here we are trying to share with them some tips, and some of them call sometimes to have appointments, to have consultancy. So it's always important for people who have the knowledge to share it. You know, when you share knowledge, you help people to grow, and as they grow, society benefits from their growth. Alors, quand vous prenez l'aventure entrepreneuriale, bon, ici quand je parle d'aventure, c'est aventure dans le sens positif. Bien sûr. D'accord, dans le sens de projet. Alors, quand vous prenez un projet entrepreneurial, quand vous l'étudiez de manière approfondie, vous allez vous rendre compte qu'il y a toujours des menaces qui pèsent sur un projet. Ça peut être des menaces internes comme des menaces externes. Oui. Et le plus vite vous décelez la menace qui pèse sur votre business, plus vite vous prendrez des mesures pour pouvoir vous protéger et préserver votre activité. Les entrepreneurs, très souvent, sont des personnes courageuses. C'est des personnes volontaires. Ouais. C'est des personnes même très travailleuses. Et qui rêvent d'un monde meilleur. Parce qu'il faut se dire à la base, un entrepreneur rêve d'un monde meilleur. Et son projet est une réponse à un problème qu'il a identifié. Donc, quand il rêve d'un monde meilleur, avec sa contribution. Et sa contribution vient sous la forme d'un projet entrepreneurial. Celui qui a par exemple inventé le parapluie avait à coup sûr observé que chaque fois qu'il pleuvait, peut-être les gens arrivaient en retard à des rendez-vous, les gens n'arrivaient pas à se déplacer, les gens avaient du mal à fonctionner. Alors il a pensé à comment se couvrir pour aller à des rendez-vous, comment se couvrir pour faire ses occupations, sans que ça ne soit gênant. Il a inventé le parapluie. Donc le parapluie, en fait, c'était pour lui l'expression d'une contribution à un meilleur monde. Celui qui a par exemple inventé le fast-food se disait pourquoi est-ce qu'on doit toujours s'arrêter 15-20 minutes pour manger ? Alors qu'on peut très bien manger en travaillant. On peut très bien démarrer son véhicule et manger pendant qu'on conduit. Et là, l'idée est venue du fast-food. Fast-food ici, ce n'est pas dans le sens du commercial, c'est dans le sens où c'est de prendre par exemple un sandwich, bien l'emballer, le manger pendant qu'on est en train de travailler ou pendant qu'on est en train de bouger. Donc, chaque fois qu'un entrepreneur exprime une idée, un projet, en fait, c'est parce qu'il vient répondre à quelque chose. Mais sauf que, parfois, dans la réponse de l'entrepreneur, il peut avoir des lacunes. Bon, on va utiliser les mots des savants. Il peut avoir des lacunes endogènes, c'est-à-dire que des lacunes qui sont à l'intérieur du business, qui sont propres au business et qui vont fragiliser le business de l'intérieur. Et ça peut tellement fragiliser au point où ça va arriver même à la rupture complète du business. Et vous avez, d'un autre côté, des causes qui sont extérieures au business, que les scientifiques appellent, que les savants appellent des causes exogènes. C'est-à-dire que c'est peut-être l'environnement, c'est peut-être l'économie, c'est peut-être la culture qui fait que le business est fragilisé. Et donc, que les causes soient internes ou externes, l'entrepreneur doit prendre conscience de ce qui pèse sur son business.
Parce que il faut le dire, hein, aucun business ne peut prétendre qu'il n'y a pas de menace. Voilà. Yeah. D'accord? Yeah. Aucun business. Et c'est pourquoi parfois, lorsque vous faites appel à un consultant, quand il veut faire son travail, parfois vous êtes surpris de la pertinence de son analyse. Que ce soit le plus gros, le plus grand, le plus petit, tous les business sont sous la menace de certaines choses. Alors, mais comme ici, nous aimons bien donner des conseils Voilà. à la PME et à la TPE, donc on va ramener tout ça au contexte de la PME et de la TPE. C'est-à-dire, c'est la jeune femme qui a une entreprise de 50 personnes, c'est le jeune homme assez battant qui a une entreprise de 5 personnes, c'est votre oncle qui a créé sa plantation et qui emploie par exemple 20 personnes. Donc voilà des cas de figure qu'on va examiner pendant l'émission pour que les gens puissent comprendre ce qu'on appelle une menace inhérente à un projet entrepreneurial. Now, Francis, I want to ask you, it's true that the topic overcoming threats that are inherent to inherit, right? Inherent, yes. Entrepreneurial projects. Yes. Now, with overcoming threats, my question is overcoming threats that are inherent to entrepreneurial projects requires a combination of strategy, planning, risk management, and adaptability. Yes. Okay. Now, I want to ask, what are those key challenges or rather key strategies that can help entrepreneurs mitigate and overcome these challenges that I just mentioned? Strategy depends on the threat. Okay. Yes. If your threat has to do with the market, maybe the market is fast expanding, and because you can't expand like the market, while your competitors are expanding. Here, the danger is you may lose market shares. And when you lose market shares, your business is in danger. You may close because a business without market share cannot run. Yeah. So, or maybe there are new companies in the market, and who have decided to hire staff, and they come to your people, and they propose them better offers. So your people begin to leave, to join competition. And when they join competition, they will obviously work against you, and they will want to seize your market shares. And by so doing, they will stifle you. They will stifle your growth, and they will stifle your business. So the strategy to counter threats, there's no one in all strategy. Okay. It depends on the type of threat that we have. For example, sometimes a business begins to grow, but soon you realize that because of the turnover, that is, the number of people who come and go is so high that the business cannot build on the expertise of staff. This is a big danger. Now, when you realize that your SME has such a problem, sometimes you may decide to work with maybe not full-time workers, but interns. Yeah, because when you work with interns, what you're sure of paying the salaries, because an intern does not have the same demands, as a full-time worker. And sometimes an intern is just looking for maybe 2-3 years of experience. So if you offer them 2-3 years experience, then they can compensate with the low salary. But if you don't do that, if you keep hiring people, you hire people, they come after 6 months, they leave. You end up closing. That's true. Yeah. So it depends on what you want. It depends on the kind of threat that you have identified. Okay. Let's take an example. We are all aware that many years ago, one of our great football players wanted to launch something in telecom. Okay. Yeah, he wanted to launch something in telecom. But because there were two giants in the market,
it was hard for him. Ah, that's true. He did launch, but But he could not continue. could not continue because of The competition was just Sorry to cut you. because there was so much competition. You see, so sometimes before you launch your business, you must identify the threat. Today, for example, we have a lot of TV stations that have opened and closed. So many of them. Yeah, every day they open and close. Why? Because sometimes it's not the market, no, but it is within them. Yeah, it's within. You launch a business and you don't have enough finance to run the business. You start the business, people are interested, people begin to like it, and you close. Sometimes some people who launch some food items. As soon as people began to enjoy it, they closed. Yes, not because the market was too competitive. That's true. But because they could not sustain. Some other businesses, like for example, family businesses. Family businesses have one major threat. It is the power struggle of the children. This is a very big threat to most family businesses in Africa, because in Europe and the USA, Canada, they have ways of handling that, but locally, not yet. Sometimes when the father was polygamous, the kids begin to fight among themselves. And as they fight, the business suffers. So if the father did not take time to structure the business in such a way that with or without him, business can go on, then it could be a big problem. You have companies where the founder has a great expertise in a domain, and then he opens a business to provide services within that domain, and then tomorrow he's ill. He can't work. What happens? Because he has the expertise. Now, so he is the most resourceful person of the business. That's true. And this is also a very big threat, because without him, the business cannot function. If he's ill, the business cannot function. So based on the type of business that you run, you must be able to identify your most important threat and work on that. Work in such a way that you can minimize it. Because otherwise, usually competitors, when they want to stifle you, they study your business model and they look at your threat. If, for example, at STV, Kathy is the most competent, we'll say, okay, which means that if we hire Kathy, if we take Kathy out of STV, STV is finished. It's finished, that's true. So we come, and then we seduce you, and then we propose maybe 5 times the package that STV is offering you. And the moment you leave, then STV realizes that you were the key person. Okay. Yes. Wow. Sometimes it could be the educational level of the founder. Or the founder. When business begins to grow, and this is what people forget, when business begins to grow, the founder must align. The founder must align. Because if he does not align, at some point, the business will be above him. And you will see that most of the time, once the business is above the founder, he starts struggling to understand. And by the time he's struggling to understand, there will be people within the company who will be trying to hijack the business. And this is so rampant in our society that sometimes you want to blame people, but at the same time you ask yourself, but when you launched this venture, why did you not align with time? You see,
So it's important for the founder to align. If the founder cannot align, then let him appoint somebody who can run the business, and to whom he gives all the powers. And now the person will try to align. Today, for example, we have moved from traditional business to digital business. A lot of companies that cannot work online have closed. Now, yes. COVID pushed a lot of businesses out. To shut down. That's true. Shut down. Because with COVID, we learned to become agile, and this agility was online. Can you provide your services online? If you can't, then you'll be forced to. Yes. So there is no only one strategy. It depends, and then it also depends on the ability of the founder and maybe the key people of the business to observe the business and to be able to identify threats and then address those threats. Okay. Moi, je veux poser une question, celle de savoir, dans une entreprise aujourd'hui, tout à l'heure, tu as souligné le Covid, mais maintenant, ma question est de savoir comment on peut contourner justement le problème d'argent, puisque c'est même la base dans l'entreprise, dans le projet entrepreneurial, dans l'entrepreneuriat. Oui. Comment peut-on contourner le problème de l'argent en entrepreneuriat? Alors, le problème financier de l'entrepreneuriat peut être contourné par la créativité. C'est-à-dire que les entrepreneurs doivent cultiver un très haut niveau de créativité. Parce que plus on est créatif, plus on va innover. Or, vous savez que l'innovation, en fait, fait vendre. Parce que vous gardez une longueur d'avance sur vos concurrents. Maintenant, en général, les entrepreneurs qui innovent sont des entrepreneurs qui déjà maîtrisent leur secteur d'activité. Ça, c'est très important. Il faut maîtriser son secteur d'activité. Voilà. Quand on a maîtrisé maintenant, on peut donc innover. C'est-à-dire qu'on peut changer la façon de présenter le service. On peut changer la façon de présenter le produit. Sachant que les gens, parfois, ont besoin de voir de nouvelles choses. Et que souvent, on ne vend plus, pas parce que le produit n'est pas intéressant, mais parce que on n'est plus branché par l'emballage. On n'est plus branché par le contenu. Vous voyez, par exemple, les entreprises brassicoles. De temps en temps, on vous sort une nouvelle marque. Et quand les connaisseurs goûtent, on dit, mais n'est-ce pas, c'est telle chose qu'on a juste... Vous voyez? Il y a une innovation. Il y a une innovation. Parce qu'on a peut-être pris le même produit, mais qu'on a emballé différemment. On a ajouté un ingrédient. Vous voyez? Et maintenant, on fait une campagne, une campagne de communication dessus. Là, il y a eu une innovation. Mais lorsque vous n'innovez pas, à un moment donné, quel que soit votre degré d'expertise, d'accord, vous aurez du mal. Par exemple, aujourd'hui, je connais beaucoup de médecins, des médecins assez bons, qui sont passés en ligne. C'est-à-dire qu'ils peuvent vous consulter en ligne, et après, maintenant, ils vous donnent un rendez-vous. Le médecin qui, avant, par exemple, s'enfermait dans son cabinet, de lundi à vendredi, c'est dépassé. Aujourd'hui, vous voyez des médecins qui ont une page WhatsApp, qui ont une page Facebook, qui vont en ligne, qui donnent des conseils. Et maintenant, quand vous allez sur leur page, vous prenez des rendez-vous. Parce que les gens aujourd'hui n'ont plus le temps de demander par exemple à leur père ou à leur mère le même médecin. Non, on s'en va en ligne. Et ça fait donc que, par exemple, aujourd'hui, le tourisme médical a explosé. C'est quoi le tourisme médical? C'est le fait, par exemple, de voyager, aller par exemple à l'étranger, se faire soigner. Par exemple, vous allez en Tunisie, vous allez au Maroc, vous faites soigner. En Afrique aussi, vous faites soigner. Aujourd'hui, vous avez des agences qui se sont spécialisées dans la communication médicale. C'est-à-dire qu'on vous dit, par exemple, vous avez telle maladie. Alors, voici par exemple 15 cliniques. Il y en a 2
en Afrique du Sud, il y en a 5 en Tunisie, il y a 3 en France, il y a 3 par exemple aux îles à Seychelles, qui peuvent vous apporter une solution à votre problème. Maintenant, en fonction de vos moyens, vous choisissez où aller. Vous voyez que ça a tellement évolué que même chez les médecins, on veut communiquer. Parce qu'il faut garder une longueur d'avance. Mais on ne communique pas de façon brutale parce que d'après les textes, il est interdit pour les cliniques et les centres de santé de faire la publicité. C'est interdit par la loi de notre pays, tout au moins. Cependant, il y a des manières dissimulées de pouvoir communiquer. Vous allez par exemple voir quelqu'un qui est en ligne et qui vous parle tous les jours du palu. Comment soigner le palu, comment prévenir le palu. Mais le jour où vous avez le palu, qu'est-ce que vous faites? Vous allez sur sa page, vous le contactez. Vous voyez, voilà des manières dissimulées. Je connais un grand frère qui est un très grand médecin, il vit en France. Alors, il est sur les réseaux sociaux, de temps en temps, il donne les conseils. Et tellement il donne de bons conseils qu'aujourd'hui, quand des gens ont des problèmes qui se rapprochent un peu de son domaine d'expertise, c'est la première personne qu'on interroge. Et parfois, comme il est assez connu et qu'il a travaillé au Cameroun pendant quelques années, parfois des gens même vont le contacter et demander s'il peut recommander de bons médecins au Cameroun. Vous voyez? Ça se fait de la pédagogie. Voilà. Donc en fait, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, il faut se dire que notre projet ne peut pas être parfait. Voilà. Il n'est pas parfait, donc il a forcément des menaces. Mais alors, quelles sont les menaces et comment contrer ces menaces? Justement. Parce qu'il ne faut pas toujours attendre que la menace devienne très sérieuse. Quand la menace devient très sérieuse, parfois, il est trop tard. Si c'est par exemple les finances, comment contourner? Vous savez qu'on dit que les banques ne prêtent qu'aux riches. Il y a des PME qui font de bons résultats, mais qui n'auront jamais de financement. Parce que ces dernières ne remplissent pas certaines conditions que les banques exigent. Alors, à ce moment-là, comment on fait pour contourner? Parfois, vous voyez des PME qui, à un moment donné, cassent les prix de leurs services, de leurs produits, afin de vendre plus vite. Vous voyez? Afin de vendre plus vite. Quand vous vendez plus vite, vous faites des petites marges, mais il y a quand même des marges. Vous voyez? Alors que, par exemple, les grosses entreprises peuvent tenir sur la durée, peuvent maintenir des prix assez élevés, sachant qu'ils ont des réserves financières. Mais vous, la PME, vous ne pouvez pas le faire. Qu'est-ce que vous faites parfois? Vous cassez les prix. D'accord. Souvent, le problème, ça peut être le personnel, qui n'est pas parfois très qualifié dans les PME. Alors, trouvez un moyen de pouvoir... Il y a par exemple des PME qui travaillent avec beaucoup de consultants. Les consultants, là, sont en fait des experts dans leur domaine qui ont pris la retraite. Et maintenant, qui s'ennuient. Alors, au lieu d'employer, par exemple, un jeune qui va vous demander peut-être 600 000, vous prenez un consultant qui est quelqu'un qui a peut-être 40 ans de métier dans un domaine bien précis. Et maintenant, il va vous donner des conseils, il va vous faire des prestations, par exemple, pour 200 000, et vous serez compétitif. Super. Je sais, par exemple, qu'il y a des chaînes de télévision à Douala et à Yaoundé qui, lorsqu'elles ont ouvert, elles ont fait appel d'abord à des journalistes retraités qui sont venus, qui ont structuré l'organe, qui ont lancé les premières émissions, et c'est par après qu'on a recruté des jeunes qui n'avaient aucune expérience, qu'on a formés. Vous voyez que ce business model est mieux que d'ouvrir sa chaîne et de commencer à prendre des grosses pointues qui vont vous faire du chantage. Vous voyez un peu? Donc, quand on est dans une PME, il faut comprendre des enjeux et se demander, c'est quoi la menace ici? D'accord. Et comment je fais pour la contourner? Parce que si vous ne contournez pas la menace, la concurrence pourra vous enfoncer en utilisant votre menace contre vous-même. Waouh. Écoutez, c'est le business. Hein? C'est le Non, business. c'est- Comme disent les Ivoiriens, notre petit business. C'est chaud, hein? Oui. Bah, écoutez,
On va faire un tour d'abord. Hein. À Yaoundé. Oui, à Yaoundé. Avec le Vox Pop, bien sûr. On fait un tour pour le Vox Pop. Le temps qu'il retrouve. Ok. Le temps qu'il retrouve le Vox Pop, on continue notre entretien. J'ai une question à poser. Hein. Bon, parce que quand on regarde le thème, comment surmonter les menaces inhérentes à tout projet entrepreneurial. Ma question c'est comment éviter les risques par rapport à l'entrepreneuriat. Comment éviter vraiment Les risques sont inévitables en entrepreneuriat. En fait même le risque est lié. C'est comme le doigt et l'ongle. Vous voyez un peu? Parce que chaque action entrepreneuriale. C'est un risque. Voilà, c'est un risque. Vous prenez un local pour lancer votre business. Vous achetez vos machines, il pleut, la pièce est inondée, vous perdez tout. Vous lancez une ferme avec, moi, 200 poulets. La grippe aviaire arrive, paf, éteint tout. Vous ne pouvez pas vous parer contre le danger dans l'entrepreneuriat. Mais c'est de pouvoir étudier et de pouvoir minimiser. D'accord? On peut minimiser, mais on ne peut pas l'annuler complètement. Okay. C'est pourquoi on dit aux gens, pour être entrepreneur, et il faut avoir le cœur. Vous n'avez pas de cœur, vraiment. Vous allez mourir. Aïe. Oui, vous allez mourir. Vraiment? Ça ne pardonne pas. Ça ne pardonne pas. Et on dit au quartier, l'entrepreneur a un bon cardio. Et c'est vrai. Parce que lorsque vous prenez votre argent, ou l'argent de vos amis, ou l'argent de la famille, vous mettez dans le business, vous ne pouvez pas donner à 100% une garantie. Non. Vous leur dites, ça va marcher, j'en suis sûr. Mais au fond de vous, vous savez que ça peut marcher, comme ça peut échouer. Parce que aucun projet entrepreneurial n'est sûr à 100%. Ah, c'est compliqué. Allez me vendre les beignets, ça peut ne pas marcher. Aïe. Oui. Donc ça veut dire qu'il faut juste qu'il ne risque rien à risquer. N'a rien, oui. N'a rien. Donc il faut risquer juste un peu. Il faut risquer. Le goût du risque Le et puis goût du risque. innover Voilà. pour ne pas perdre Oui, la face. et avoir l'esprit du Hemley. Allez, retrouvons le Vox Pop cette fois-ci du côté de Yaoundé avec Thierry Honte, Dieudonné Niassa. Pour mettre un projet entrepreneurial sur pied, c'est au préalable, il faut connaître les paramètres de base. Comment s'entreprendre, quels sont les éléments nécessaires et aussi en termes de ressources humaines, en termes de financement. C'est tous ces éléments-là qui permettent à ce qu'on puisse être capable d'exécuter et de mettre sur pied son projet. Donc c'est généralement un challenge. Lorsqu'on commence un projet, ce sont les éléments auxquels on doit vraiment accentuer et aussi avoir des compétences à diriger le projet jusqu'à efficient. Je dirais d'emblée qu'il est extrêmement difficile, voire impossible d'éviter des problèmes parce que les problèmes à résoudre sont inhérents même à tout projet entrepreneurial. Donc, maintenant, le plus important, c'est la capacité donc à résoudre ces problèmes-là. C'est ça qui est, à mon avis, le plus important. Donc, le plus important, on devrait se focaliser sur les solutions aux problèmes et non seulement se limiter aux problèmes seuls posés par le projet entrepreneurial. Ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que tout projet qu'on conçoit n'est pas forcément viable. Donc, tout part d'abord du projet. Quand vous avez conçu votre projet et que vous vous êtes rassuré au préalable que ça entre dans nos corps, donc c'est dans un domaine demandeur. Oui, dans un domaine demandeur. Quand vous l'avez fait, alors vous suivez chaque étape de la mise sur pied de votre projet. Quand vous suivez ces étapes, au fur et à mesure que ces étapes se mettent sur pied, vous allez rencontrer naturellement des blocages. Moi, je vais prendre mon cas personnel.
Quand j'ai mis sur pied ma première entreprise, j'avais rencontré des blocages d'ordre structurel et des blocages d'ordre marketing. Alors qu'est-ce que j'ai fait pour pallier à tous ces blocages? Je suis allé vers les professionnels de la chose, à savoir les gars qui étaient déjà calés dans le marketing. Je suis allé vers les gars qui étaient déjà calés dans la communication événementielle parce que mon projet était d'ordre événementiel. Donc c'est ce que moi j'ai fait. Ce que je peux dire, c'est d'aventure, un jeune monte sur pied un projet, qu'il identifie d'abord bien les cibles. Ça veut dire qu'il identifie d'abord bien, il étudie d'abord bien son projet. Quand il a étudié son projet, qu'il n'ait pas honte ou qu'il n'ait pas peur d'aller vers des personnes qui ont déjà l'expérience dans son domaine. Et dès qu'il trouve ces personnes, ensemble, qu'il accepte de travailler parce qu'au début on charbonne pour rien en fait. On charbonne pour rien, on travaille dur. Et puis je pense que un projet bien monté, un projet bien monté, s'entourer des personnes calées dans le domaine. Bon, et puis maintenant, chacun sa touche personnelle, oui, qu'on apporte à la chose. Et je pense que ça doit pouvoir décoller quand on suit ces étapes. Qui donne son témoignage. Témoignage, c'est assez édifiant. Et j'aimerais ajouter à sa suite ici là que il est important pour tout entrepreneur, pas dire qu'on soit grand, petit, jeune, un peu plus âgé, d'avoir un mentor. Il faut avoir un mentor. À quoi sert un mentor? Un mentor, c'est d'abord, c'est quoi un mentor? Un mentor, c'est quelqu'un qui a fait le chemin que vous êtes en train d'emprunter ou que vous êtes sur le point de vouloir emprunter. Donc il a fait ce chemin-là et il a réussi. Et vous pouvez voir sa réussite. Alors maintenant, vous vous rapprochez de lui pour dire, grand frère, grande sœur, je voudrais apprendre, je voudrais m'améliorer. Et la personne vous permettra donc maintenant de bénéficier de sa grosse expérience. Et vous pourrez donc avancer. Parce que le mentor a la capacité de voir des choses que vous ne verrez pas avant 20 ans. Mais lui, il les voit aujourd'hui et il peut analyser. Lorsque vous avez un mentor, le mentor, il est comme un conseiller, mais en même temps, il est comme un grand frère ou une grande sœur. Ça veut dire qu'avec le mentor, vos rapports ne sont pas des rapports purement professionnels. C'est des rapports personnels et aussi professionnels. Donc, le mentor croit en vous. Le mentor vous respecte. Et le mentor veut vous voir grandir. Et il est prêt à contribuer à votre croissance. C'est ça le mentor. Il est différent d'un consultant. Le consultant, c'est un businessman qui vient, il donne ses conseils, vous payez, il s'en va. Le mentor, on ne paie pas le mentor. Donc, si jamais vous avez un mentor à qui vous versez de l'argent, ce n'est pas un mentor, c'est un consultant. Bon les mentors, on ne paye pas les mentors. Les mentors sont des personnes de bonne volonté qui ont de la réussite dans un domaine et qui peuvent venir en aide. C'est un peu comme des parents. Alors, mais parents au sens propre. Pas parents au sens, parce qu'au Cameroun, on a une connotation de parrain. C'est un peu bizarre. Parrain, quand on dit c'est mon parrain, c'est ma marraine, il y a une connotation bizarre. Mais dans la langue française, quand on parle de parrain, c'est quelqu'un qui vous tient la main. Voilà. Voilà. Donc, il est important. Par exemple, il est tout à fait normal qu'un jeune qui se lance, par exemple, dans la formation, que ce soit en langue ou bien en autre chose. Si par exemple, il m'approche, il me dit, Monsieur Red, vous avez quand même 25 ans d'expérience dans ce domaine dans lequel je me lance. J'aimerais me faire suivre. J'ai besoin de vos conseils afin d'éviter des erreurs que vous avez eues à votre époque. Je ne serais qu'enchanté. Et je le fais même déjà dans plusieurs domaines, des domaines où j'ai une grosse expertise et où j'ai une réussite certaine. Donc, parce que les menaces inhérentes,
Parfois, pour les contourner, il faut avoir de l'expérience. Et l'entrepreneur qui est au four et au moulin, qui a la tête dans le guidon, n'a pas forcément la visibilité ou bien le détachement nécessaire. Parce que souvent aussi, pour voir les menaces, il faut pouvoir se détacher du business. Or, l'entrepreneur est très passionné. Il a la tête dans le guidon. Donc, il vit son business de l'intérieur. Et conséquence, ne peut pas voir ce qui se passe autour de lui. Donc, c'est parfois le mentor. Vous voyez, c'est parfois le mentor qui va attirer son attention. Parfois, en lui posant des questions banales. Je prends un exemple. Un mentor vous dit par exemple, bon d'accord, tu as commencé ton activité en 2024. Où te vois-tu en 2026? Tu as pris quelques personnes que tu emploies. C'est quoi ta charge salariale mensuelle? Est-ce que tu as déjà ce qu'il faut pour payer sur toute l'année? Tu as pensé aux impôts. Que dit ton comptable? Et parfois, c'est là où l'entrepreneur se réveille et dit non, je n'ai pas encore de comptable. C'est vrai. Ah, ça veut dire que je n'ai pas encore déclaré. Alors, on va bientôt te frapper. Vous voyez un peu? Oui. Parce que le mentor est passé par là. Donc, il sait de quoi il parle. Et avoir un mentor, c'est très important. Il faut avoir un mentor. Votre mentor peut être quelqu'un que vous ne connaissez même pas. Mais vous allez vers cette personne-là et vous lui dites, voilà, je suis telle personne, je fais telle chose et j'aimerais bénéficier de vos conseils. Vous ne demandez pas qui vous donne de l'argent. Parce qu'il faut aussi dire que il y a une mauvaise mentalité parmi les jeunes aujourd'hui que je décris. Une fois que vous voulez aider un jeune, lui, il pense d'abord à l'argent. Voilà. C'est-à-dire que vous êtes prêt à être son mentor, mais il vient vers vous pour vous demander de l'argent. Alors que vos conseils sont plus importants que l'argent qu'il cherche. Et qu'en recevant vos conseils, il va rapidement gagner de l'argent. Voilà. Mais vous devenez comme sa banque. Voilà. Il vient vous poser des problèmes d'argent. Alors, chers frères et sœurs, ces jeunes frères et sœurs, le mentor n'est pas là pour vous dépanner. Le mentor ne vous donne pas de l'argent. Le mentor vous donne des conseils sur la base de sa grosse expérience. Par exemple, moi, dans le domaine de la formation et du coaching, j'ai bénéficié de 25 ans d'expérience professionnelle sur le Cameroun et à l'étranger. Avec dit, quand je vois quelqu'un commencer dans ce domaine-là, j'ai une capacité à pouvoir analyser son activité, analyser ses compétences et puis lui dire quelles sont ses chances de réussite. Ok. Ça ne veut pas dire que la personne viendra me demander de l'argent. Non. Je ne vais pas donner de l'argent, mais je vais donner de mon temps. Parce que je suis là pour aiguiser ses compétences. Et je suis là pour le protéger des différents dangers qu'il peut affronter dans le cadre de son activité. Donc, le mentor est là, il joue un rôle bien spécifique. Vous avez votre banquier. Votre banquier n'est pas votre mentor. Et votre mentor n'est pas votre banquier. Allez voir votre banquier ou bien allez voir vos membres de la tontine qui vont vous prêter de l'argent. Vous n'allez pas demander l'argent au mentor. Parce que j'ai rencontré beaucoup d'aînés qui sont entrepreneurs et qui m'ont parfois dit, Francis, moi je ne veux parrainer personne. Parce que les jeunes d'aujourd'hui, à peine vous les parrainer, qui commencent à vous demander de l'argent. Vous voyez, et c'est parfois embarrassant. Parce que on se dit, on veut partager son expérience avec un jeune et non lui donner de l'argent. On peut, de temps en temps, par exemple, dépanner un jeune. Je peux donner par exemple à un jeune un peu d'argent pour lui dire, bon voilà, comme je t'ai vu arriver, tu transpirais, ta chemise est assez délavée, va te prendre quelques vêtements. Je peux le faire parce que je veux son bien. Mais ça ne va pas devenir une obligation pour lui de venir me voir et dire, grand frère, je n'ai plus ceci, je n'ai pas de vêtements. Non, ce n'est pas ça mon rôle. Donc, il est important de se faire entourer. Maintenant, il faut distinguer bien entre le mentor et le consultant. Bien connaître, savoir le consultant, c'est un businessman. Il vient, il donne ses conseils, il vous aide, vous payez son argent, il s'en va. Yeah. Francis, I think before the Vox Pop, Mireille talked about innovation. We look at
I know another thread that maybe entrepreneurs have. It's how to be creative and also innovative. Now, how can I foster, creativity and innovation in my entrepreneurial projects? Today, people are very fortunate to have internet. Okay. You can explore the web to find out what is going on. For example, maybe you sell granules, you sell peanuts, and you want to sell peanut paste or granule paste. Then you go online and you realize that in Brazil, this is how they do it. They do it, okay. And then you try to study the business model and see, how can I do what is happening in Brazil here? You see? Because today we have internet and it makes it easier for people to innovate compared to 40 years ago when there was no internet. People had to crack their brains to be creative. Being creative means doing things differently. Means adding value to what you do. You sell water, good and fine. Water is essential for a living, yes. But how do you sell your water? How do you make your water special? And how do you make a brand out of selling your water? You see, that's what it means to be innovative. Because everybody can just put water into sachets and then just display them. But there are other ways of doing it. So how can my business become more innovative? What can I do for my business to have that edge over competition? It's 24/7 job. Yes. You don't just stand on a Sunday, then you innovate. No. You think about it every single day. Every single day. And that's why it's important for you to identify your competitors. Who am I competing with? And how do they go about the business? Because becoming innovative means having an edge over those of your industry who are competing with you. That's what it means to be innovative. Because if you do what I do, what Mireille does, then what is the added value? There's none. That's true. But for me to become innovative, I need to outsmart you and outsmart Mireille. Oh. That's what it means to be competitive. And so it's a 24/7 business. That's why launching a business is so easy, but sustaining it is very difficult. It's a big challenge. And that's where many people fail. And that's what people don't tell you when you launch a business. People just encourage you, but they don't tell you that the most important is not to launch, but it's to sustain over time. Francis, on sort que retenir, donc, parce que c'est très intéressant. Ça veut dire qu'on doit réfléchir avant de faire un business et s'attendre aux échecs parfois. Oui. C'est être préparé psychologiquement. Et contourner ça. C'est comme un pilote, par exemple, qui décolle, un pilote qui décolle et qui vous dit que le vol sera à 100% agréable. C'est pas un pilote. Tout pilote sait que il y aura plus ou moins des perturbations pendant le vol, plus ou moins. Un pilote qui vous dit qu'il y aura plus ou moins de perturbations est un pilote honnête, il est professionnel. C'est comme par exemple un médecin qui vous dit qu'écoutez, cette maladie-là, c'est facile, je vais la soigner, vous n'aurez aucun mal. On sait que la maladie vient au galop et rentre au pas. Vous voyez un peu? Donc c'est important déjà de pouvoir analyser avant de se lancer. Et maintenant, pendant que le business est en train de se développer, il faut penser à l'innovation, il faut penser à contrer les menaces inhérentes à votre business. Voilà. Merci beaucoup Francis Hérette, coach d'entreprise et écrivain. Voilà. Je connais bien. Donc on était tous
scotché aux lèvres de Francis Serrette, voilà, pour apprendre. Merci encore, merci énormément. Et puis, nous disons merci à la place des téléspectateurs qui nous ont regardés ce matin, parce que c'était vraiment enrichissant.